BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, merci d'être là, 19h30 pile en ce 1er septembre 2025. Heureux de vous retrouver et vous le savez, comme chaque soir du lundi au jeudi, 19h30, 21h dorénavant, c'est le nouvel horaire de Tech Co, la quotidienne. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous, parce que là, ça y est, plus d'ambiguïté, on y est. Écoutez, pendant ces 90 minutes de tech, on va traiter toute l'actualité de ce jour dans le monde de l'innovation avec, écoutez, l'IA, c'est la rentrée pour l'IA aussi, l'IA qui s'invite dans les écoles et vous verrez les efforts que fait justement l'éducation nationale à ce sujet, on va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi OpenAI qui investit l'Inde. Beaucoup d'argent va être mis en jeu. Là aussi, sujet qu'on va évoquer dans un instant. Et puis dans Tech Co ce soir, le débat que tout le monde attend. Luc Julia sera aux côtés de Monsieur Phi. Monsieur Phi qui a créé une vidéo cet été qui était à charge contre Luc Julia, remettant en cause en quelque sorte son niveau dans l'intelligence artificielle, le fait qu'il était co-créateur de Siri. Eh bien, tous les deux seront là sur le plateau de Tech Co. Alors, Luc sera avec nous en plateau et Monsieur Phi sera en visio, mais ça va être un débat très intéressant que je mènerai avec Frédéric Simotel. Voilà le contenu de ce Tech Co ce soir. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech pour débuter donc avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Nicolas Guyon qui est avec nous. Salut Nicolas. Bonjour François. Nicolas qui est animateur du podcast Comptoir IA que vous connaissez peut-être si vous êtes un fan d'IA parce que tu cartonnes en termes de download, etc. Tu fais partie des têtes d'affiche des podcasts avec Tech Co. D'ailleurs, moi il faut que je me batte pour passer devant Nicolas. Comme ça, on est là. Petite pause pendant l'été, mais là on réattaque. On réattaque, bien sûr. Et on a des choses à raconter. Forcément. Merci en tout cas de venir de temps en temps dans Tech Co, Nicolas, c'est un vrai plaisir. Frédéric Simotel, bonsoir Fred. Bonsoir François, bonsoir à tous. Bon, est-ce que tu as préparé tes gants de boxe pour tout à l'heure? Oui, je préparais, surtout le côté arbitrage plutôt. Oui, c'est ça. Et puis nous aussi, on a des choses à dire, parce qu'on a quelque part, on est un peu mis en cause, et puis on suit Luc Julia aussi. Donc, Exactement. Ça s'annonce très intéressant. Tu me disais, Nicolas, que c'est un débat que tu attends aussi. Ça peut être intéressant d'avoir la confrontation entre Luc Julia et Thibaut Giraud, donc, qui est Monsieur Phi, alias Monsieur Phi. Écoute François, je vais regarder, je ne sais pas comment je vais faire, je vais regarder juste après ma participation à l'émission, parce que j'attends la réponse de Luc Julia depuis 2 semaines. J'ai regardé partout dans les médias, j'ai pas vu sa réponse et j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Alors il a donné pas mal d'interviews, notamment à mon camarade Jérôme Colombin, un journaliste de France Info, de Radio France, je crois aussi. Donc il a quand même réagi, mais moi j'attends en fait si tu veux les réponses des deux. Bien sûr. Finalement, c'est ça qui va être intéressant. On verra ça donc tout à l'heure. Ce sera aux alentours des 20h30. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de l'IA qui s'invite dans les écoles. C'est vrai qu'on critique souvent l'utilisation de l'IA par les élèves, et c'est vrai que c'est le moyen de triche ultime. Qui n'a pas essayé de faire ses devoirs grâce à ChatGPT. Mais ça peut être aussi un outil formidable pour apprendre et s'améliorer. L'IA, c'est l'outil du cancre, mais ça peut être aussi celui du premier de la classe, figurez-vous. Et à partir de cette rentrée, l'IA va donc s'inviter directement dans les classes de nos enfants. C'était les explications d'Anthony Morel ce matin dans Good Morning Business. Et on revient juste après, bien sûr. Il faut arrêter cette présentation un peu stérile de l'IA comme étant l'ennemi absolu de l'apprentissage. C'est l'outil du cancre, oui, mais ça peut aussi être l'outil du premier de la classe. Et j'allais dire, c'est un outil d'égalitarisme aussi, parce que l'IA, ça peut permettre à celui qui n'a pas les parents pour l'aider, qui n'a pas les moyens pour avoir des cours de rattrapage, eh bien d'avoir une sorte de tuteur virtuel ou de prof virtuel au-dessus de ses épaules. Alors oui, on peut utiliser ChatGPT et lui demander « résous ce problème de maths » ou « fais cette dissertation », c'est très efficace, mais il y a aussi plein d'applications qui servent à apprendre. Il y a des startups françaises qui se sont lancées sur ce créneau, je peux vous en citer plusieurs. Elliot, par exemple, comme le prénom, ou encore Baobab, qui est venu nous voir en pitch il n'y a pas très longtemps. Le principe, c'est des applications en fait qui vont se baser sur les programmes de l'éducation nationale. On va scanner son cours avec son téléphone, on prend en photo ses pattes de mouche et il va à partir de ça
nous faire une sorte de parcours pédagogique pour apprendre une notion, un morceau de programme, résoudre un exercice. Il peut vous proposer des petits quiz, des questions, des exercices à partir de votre cours, donc ça c'est intéressant quand même. On va voir comment ça se met en place exactement. Là, à partir de cette rentrée, normalement les élèves de 4e et de seconde vont avoir une sorte d'initiation à l'IA, avec l'apprentissage des biais, des dérives, mais aussi comment, par exemple, on rédige un prompt. Ça c'est important, on pourrait l'apprendre aussi en entreprise d'ailleurs, ce serait pas mal. Comment on tire le meilleur finalement de l'intelligence artificielle. Et puis il y a des outils aussi comme Mia Seconde qui vont être mis à disposition des lycéens. Ça c'est un outil pour le français et pour les maths. On avait reçu la start-up qui fait ça, Evidence B, qui propose là encore d'avoir une sorte de prof virtuel et qui va vous proposer en fonction de vos difficultés personnelles ou de vos facilités d'apprentissage des exercices personnalisés pour que vous arriviez à bout du programme. Voilà, on dit que petit à petit l'IA rentre dans nos vies. L'éducation nationale était peut-être un bastion méfiant de tout cela. Cela dit, les élèves ont été les premiers à l'adopter, l'intelligence artificielle et ChatGPT pour les aider à faire leurs devoirs. On voit que l'IA, elle est à la fois pour aider les élèves, elle est à la fois pour aider les profs, et surtout, et je trouve que c'est très intéressant ce que disait Anthony, il va y avoir maintenant des cours de sensibilisation à l'intelligence artificielle pour les élèves de 4e et de seconde, et ça, c'est hyper important. Au passage, Zoé Moll vient de nous rejoindre sur le plateau. Salut Zoé. Bonsoir François. Bienvenue. Merci, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci, tu sais, les embouteillages à Paris, c'est la rentrée. C'est clair. On sait ce que c'est. Tu es investisseur chez Balderton Capital. Donc, l'IA et l'éducation, tiens Nicolas, après on laissera la parole à Zoé et à Fred, bien évidemment. Sujet que tu évoques, j'imagine, souvent. Très régulièrement. Je pose la question dans chacun de mes épisodes de podcast pour savoir un petit peu ce que mes invités conseillent à leurs enfants, quand ils en ont, au niveau de l'éducation avec l'IA. Moi, j'ai énormément d'attentes sur le sujet. Je pense que l'IA générative peut nous permettre d'avoir enfin un apprentissage personnalisé pour les étudiants. Je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on va tricher, que les étudiants trichent avec l'IA. Ça, c'est ce qui se passait, c'était la réaction il y a 2 ans. Si on forme les étudiants aujourd'hui sans les former à l'IA, sans les former à étudier avec l'IA, on les forme en fait pour un monde de demain qui n'existera pas. Petite anecdote, pendant mes vacances à l'île d'Aix cet été, j'ai rencontré le fondateur de Baobab. Franchement, application que vous avez citée qui est excellente, hyper gamifiée, personnalisée. Voilà, qui est un cours de soutien en fait pour les élèves grâce à l'IA. Et c'est remarquable. Et en vrai, on sait qu'il y a des résultats qui sont extraordinaires. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées à ce sujet-là. Bravo aussi à OpenAI pour avoir lancé un mode étude pour aider les étudiants et donc ne pas donner le résultat de manière immédiate, mais passer en fait par un mécanisme d'apprentissage. Et enfin, on sait, c'est la rentrée, on sait que les profs sont en burn-out, comme les fonctionnaires, comme les médecins, comme toutes ces professions. Si on peut les aider à gagner du temps sur la correction des copies, c'est génial. Donc moi, je suis et bravo en tout cas à cette initiative 4e seconde, sensibilisation à l'IA. Moi, ça me donne de l'espoir, en tout cas, au niveau français. Je trouve ça vraiment super. Après, c'est un sujet tabou aussi pour les profs, parce que encore une fois, il y aura les profs qui prendront le train de l'IA et ceux qui ne le prendront pas. C'est un peu comme les médecins. Il y a des médecins qui ne veulent pas entendre parler de ChatGPT, etc., etc. D'autres qui sont plus ouverts envers les nouvelles technologies. Ça risque de créer un fossé. Ça va créer un fossé et il y a un moment où je pense que ça ne va pas être tenable en fait parce que tu vas avoir des profs qui vont travailler beaucoup plus vite, être beaucoup plus présents auprès des étudiants, auprès des apprenants, des enfants, alors que il y a d'autres profs en fait qui en effet risquent de refuser de s'y mettre et je pense que malheureusement ça ne peut pas fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Ce serait passer à côté de quelque chose de beaucoup trop important. Zoé ? Oui, pour ajouter peut-être un élément que je pense est important, si un prof utilise des outils IA, il ou elle est plus susceptible de savoir comment ses élèves peuvent s'en servir. Et du coup, forcément, je ne sais pas si on apprend tout, si on enseigne tout avec un tableau et une craie, on ne sait pas très bien se servir d'un ordinateur. Là, c'est ça fois 10 parce qu'on parle de connaissances tangibles. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là à prendre en considération. Et il y a d'autres choses, évidemment, comme le plagiat. Ça a été un énorme sujet à la sortie de ChatGPT. Beaucoup d'universitaires s'en sont servis. Et ils avaient des logiciels post-ChatGPT pour ensuite faire anti-plagiat pour s'assurer que ça ne ressemblait pas à du plagiat. Et ça a été un gros problème sur les campus universitaires américains aussi. Donc il y a l'importance de
pouvoir transmettre les connaissances aux élèves et aussi de savoir quand un élève s'en sert aussi. Après, vu les progrès que fait ChatGPT, c'est de plus en plus compliqué de se rendre compte qu'on a devant nous une copie qui a été faite par l'IA, non ? Enfin, je sais pas, Nico, si tu suis toutes ces évolutions. Entre ChatGPT 3, qui est sorti en 2022, et le 5 qui est arrivé cet été, alors même s'il y a eu des atermoiements avec 5... Puis tu as des logiciels de correction qui sont vraiment très bons. Enfin, des logiciels de repère... Ça devient chaud quand même. Hein. Oui, mais tu as des logiciels pour repérer si c'est écrit avec une IA qui sont très bons. As même mais est-ce qu'ils sont efficaces à 100% oui. Ces logiciels. Et tu as même des élèves qui utilisent des logiciels qui vont leur permettre de dire voilà comment tu dois travailler pour essayer de montrer que ton travail n'a pas été fait avec l'IA. Eh bien, il y a déjà le contre-feu, le contre-feu du logiciel qui va détecter l'IA. Voilà, il y a des choses, après c'est dans le code que tout ça se joue. Tu fais 2-3 fautes d'orthographe. Voilà. Moi, on m'a contacté sur les réseaux sociaux en me disant tu as un podcast, des étudiants m'ont contacté, en me disant tu as un podcast, juste avant l'été, on arrive au partiel, il y a des logiciels de détection de l'IA dans notre université, comment faire pour ne pas se faire attraper. Alors là-dessus, franchement... Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as botté en touche ? Eh bien, écoute François, en fait, je les ai accompagnés. Et tu vois, ils avaient une vision très claire de comment est-ce qu'il fallait prompter pour essayer de créer quelque chose d'original, quelque chose que l'IA ne reconnaîtrait pas. Et j'ai essayé un petit peu de les accompagner là-dessus pour en fait utiliser l'IA de la bonne manière et essayer de leur montrer qu'on pouvait aussi un petit peu apprendre en faisant ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est obligatoire, on le voit de partout, ça n'arrête pas. Il y a même il y a une start-up que Zoé doit certainement connaître qui s'appelle Cluely, qui est une start-up new-yorkaise qui a levé 15 millions de dollars pour faire des logiciels, une solution d'IA en fait qui rend la triche complètement indétectable. Ça veut dire que cette solution, elle nous permet, elle permet aux étudiants en fait de tricher, d'utiliser l'IA partout sur leur ordinateur sans qu'on le voit. Ça arrive en transparence sur l'ordinateur. Tu peux partager ton écran et en fait la personne en face, quand tu partages ton écran, ne voit pas ce filtre gris en surimpression et elle donne des informations en plus à l'étudiant qui se retrouve armé un petit peu comme un cyborg. Au final, bien meilleur que la personne en face. Et ça, quand tu vois ça, tu te dis bah oui, mais en même temps, tu te dis ils vont devenir aussi quand même super forts. Non, mais s'ils lisent leurs devoirs. Parce que s'ils lisent pas leurs devoirs... ça, c'est sûr. Après, c'est pour ça mais tu vois, c'est ça le problème. Si tu fais... Moi, ça me fait penser, ce débat, Fred, je sais pas si... Il y a 25 ans, quand Internet est arrivé, et l'arrivée de Wikipédia, il y avait le même débat avec le copier-coller, finalement. Le copier-coller de Wikipédia. Mais avant, on allait dans la bibliothèque et on recopiait. Quand tu avais des devoirs à la maison, tu allais dans les bibliothèques. Sauf qu'en recopiant, enfin, tu vois, malgré tout, tu t'imprégnais un petit peu de ce qui se passait, parce qu'en recopiant, tu lisais plus ou moins ce que tu... Là, après le copier-coller, bon, ben voilà. Mais là, avec l'IA générative, tu peux passer pour un génie dans certains domaines. Après, c'est pour ça que tu n'as même pas lu ce que tu as écrit. Quoi. Après, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de devoirs sur table qui restent dans les études supérieures. Ils gardent quand même les TD. Tu as dans des prépas que je connais bien ils ont supprimé du travail à la maison parce qu'ils savent très bien que... Oui, c'est complètement... Ça sera erroné et biaisé. Et par contre, ils font beaucoup plus de TD, de colle, sur papier. Mais moi, il y a deux choses... Enfin, il faut bien couper Internet, alors. Il faut bien couper Internet dans les salles, hein. Oui, mais tu sais, si tu as juste ta feuille là, on te demande de déposer ton portable. Alors après, tu peux avoir des oreillettes, tout ça. Bon, des lunettes connectées. Les sous-doués passent le bac. Voilà, on a fait ça une époque. Ah oui. L'élastique. Faudrait le refaire aujourd'hui. Non, mais il y a plusieurs choses. Et puis dès qu'il y a un élève qui triche, il se prend des claques comme dans Daniel Auteuil, c'était ça dans le film. Non, moi, il y a la première chose. Moi, quand j'avais entendu l'annonce de la sensibilisation 4e seconde, au début, je dis oui, c'est sympa. Après, je me suis dit mais non. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, parce que 4e et seconde, alors déjà pourquoi pourquoi pas les autres, mais surtout il faudrait une sensibilisation à l'IA dans tous les cours. C'est-à-dire en histoire géo, en maths, en physique, tout ça. Et donc du coup, cette deuxième annonce où Elizabeth Borne dit on va accompagner les profs pour qu'ils apprennent à utiliser l'IA, ben là je dis bravo. Là du coup je me dis alors il faut voir le développement de l'outil et tout ça, il faut voir comment ça va être fait. Oui, parce que l'annonce c'est donc Elizabeth Borne qui a annoncé que les profs seraient aidés d'un outil qui leur permettra de mieux préparer leurs cours, c'est ça ?
Même d'organiser, je crois, même de planifier leurs cours. C'est ça qui va être intéressant. Il faut voir un peu comment cet outil, on n'a pas encore les détails, mais on imagine aujourd'hui le grand souci que l'on a, c'est que dans une classe n'est pas homogène. Alors s'il y a des écoles, des collèges, des lycées qui vont sélectionner, ils vont avoir que des meilleurs, là ils sont tranquilles, mais dans beaucoup de classes, c'est très hétérogène, et donc tu as des élèves qui sont rapidement décrochés par rapport à d'autres, et là ça va permettre, cette IA peut permettre de dire, tiens, de personnaliser un peu plus certains cours, d'accompagner, de voir les marges de progression aussi un peu plus facilement que ce que l'on fait aujourd'hui un peu à la main. Donc je pense que tout ça est pas mal. Et après, c'est aux profs aussi à apprendre à faire un cours, leur apprendre à prompter, leur apprendre... si tu demandes aux élèves de revenir, de faire une petite dissertation sur Victor Hugo, bon, il y a de grandes chances qu'ils aillent tous sur Wikipédia ou avec ChatGPT, qui reviennent tous avec un devoir à peu près identique. Mais si tu leur dis, tiens, vous allez tous me prendre un angle un peu particulier, le romantisme chez Victor Hugo, son exil, tout ça, trouvez-moi un angle, et là, ça va peut-être les pousser à chercher un petit peu. Donc, les profs aussi, ça va les challenger un peu, d'aller chercher un peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc, ça va, on espère, renforcer tout ce qui est l'expertise pédagogique. Un contenu qui va, je l'espère, enfin s'adapter aux étudiants. Et pas l'inverse. Ça fait des années, on a tous, pendant notre scolarité, dû s'adapter au contenu en fait, qu'on nous demandait d'étudier. Et moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Je pense que ça correspond à la personnalisation des modèles qui arrivent. Et donc, ça, c'est génial. C'est un enseignement personnalisé, un contenu qui s'adapte à l'étudiant. C'est fantastique. Et infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof qui doit s'attarder sur un ou un autre étudiant et perdre patience, puisqu'on peut poser autant de questions qu'on veut. On peut même poser la question pourquoi 5 fois sur la même chose. Enfin, moi, je trouve ça génial. D'un point de vue positif, là, on a parlé de plagiat et de paresse intellectuelle, ça peut être tout l'opposé. Donc, en fait, le risque, je pense, le sous-jacent de tout ça, c'est qu'il y ait des inégalités encore plus fortes dans l'éducation. Il y en a qui s'en servent pour se rendre plus intelligents, notamment dans leur propre raisonnement, puisqu'ils ont toutes les informations au bout de leurs doigts, puis il y a la paresse intellectuelle qui fait qu'on fait rien, et puis, si c'est pas bien surveillé. Puis après, il peut y avoir le souci aussi des biais culturels, quoi. C'est que tout le monde ait le même style de réponse, alors que ce qui fait la richesse, alors surtout dans l'enseignement supérieur, c'est des gens qui trouvent une autre voie, même dans des vieilles sciences, qui trouvent une autre voie pour apprendre, mais... Voilà, allons-y, puis n'oublions pas, moi je pense qu'il y a aussi autre chose qu'il faut travailler, mais ça c'est pas avec l'IA, c'est le par cœur, de toute façon ça il faut continuer à... C'est ça, le par cœur, l'écriture, la lecture, l'orthographe, et puis on a quelques bases. Alors, c'est bien beau d'appréhender l'IA quand on est étudiant, de savoir s'en servir, etc., de comprendre ce qu'on écrit, ou en tout cas ce qu'on fait écrire par l'IA. Mais après, quand on rentre dans le monde du travail, on se rend compte que ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi cette nouvelle étude de Indeed qui dit ceci: 50% des employeurs choisiraient une IA plutôt qu'un jeune diplômé aujourd'hui. Et alors, cette étude va plus loin parce qu'elle cite même des métiers qui risquent de disparaître grâce à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Et vous savez quoi? Les journalistes, bye bye. Alors, il y aurait des journalistes, des traducteurs, des agents de service, des enseignants en gestion, des conseillers financiers qui risquent d'être partiellement automatisés, entraînant une modification des tâches quotidiennes et des compétences attendues. Quand même. Mais c'est un peu inquiétant, non, Nico, quand même? 50% des employeurs qui choisiraient une IA plutôt qu'un jeune diplômé. C'est hyper inquiétant. Ça ne fait que confirmer ce que nous avait dit Dario Amodei d'Anthropic il y a 3 mois, grosso modo. Où il avait même dit, je crois, même mon poste de CEO risque un jour d'être remplacé par l'IA. Exactement, François. Et il avait parlé de ça, et il avait dit qu'il avait une vraie inquiétude que sur il appelait ça les entry-level jobs, donc des jobs juniors, en fait, quand on démarre dans l'entreprise, que sur ces jobs entry-level, il y avait un risque potentiellement d'avoir un taux de chômage de 50% d'ici 5 ans. C'est ça qu'il avait dit. Ce qui avait fait beaucoup réagir. Ça avait été un petit peu modéré, mais on s'aperçoit qu'il avait touché quelque chose. Parce qu'en effet, sur un job junior,
par définition, on n'a pas encore d'expertise, on n'a pas encore de connaissance de l'entreprise. Et à partir de là, en fait, on peut se dire que donc le jeune, la recrue, en fait, va se retrouver en compétition avec un modèle expert qui n'arrête pas de progresser aujourd'hui. Donc, on a eu O3, ensuite GPT-5, une espèce de compétition un petit peu inégale face à la progression de ces modèles experts. Et ça devient très difficile, en fait, de faire ses preuves. Quand on n'a pas d'expertise en fait dans un métier. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui ne font que confirmer ça. Il y a l'étude dont tu parles, François, mais il y a aussi une étude qui est sortie sur des développeurs récemment, où on a vu que les jeunes développeurs ont parlé de 20% d'emplois en moins sur le marché, alors que par contre, sur des développeurs seniors, il y avait moins ce souci. Pour moi, c'est très inquiétant. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on risque d'avoir des grosses difficultés sur le marché du travail pour les jeunes. Et ça m'inquiète beaucoup personnellement. Alors Indeed, rappelons ce que c'est. Après, évidemment, Zoé, tu pourras t'exprimer. Parce que c'est toujours intéressant de connaître le commanditaire d'un sondage, ou en tout cas d'une étude. Indeed, c'est un métamoteur de recherche d'emploi qui a fait ses preuves, puisque ça existe depuis 2004. En gros, ça facilite la recherche d'emploi. Vous avez comme un Google des postes qui sont pourvus, en quelque sorte. Donc, on peut imaginer qu'ils sont un peu neutres dans l'histoire, finalement. Cette information les dessert presque, parce que moins il y a de fiches de poste disponibles, plus leur business va être impacté. Enfin, a priori, comme ça, après il faudrait peut-être creuser. Qu'est-ce que tu en penses, Zoé ? Moi, je raisonne plutôt en termes de secteur. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle pas mal de services. Le sous-entendu, c'est services text-based, c'est pas manuel. Je pense qu'il y a les métiers manuels et non manuels. Les métiers manuels, ça demande plutôt de la robotique, que la robotique soit à un niveau à laquelle elle n'est pas, en dextérité, en locomotion. C'est-à-dire qu'un robot peut-être, le mieux qu'il puisse faire aujourd'hui, c'est se balader sur 2 ou 4 pattes si c'est un quadrupède. Mais la dextérité et la manipulation d'objets, on n'y est pas du tout. Il y a des grosses avancées, notamment en Chine, et on va en parler tout à l'heure, mais on n'y est pas du tout. Donc tous ces métiers-là, pour l'instant, sont pas, il n'y a pas de remplacement envisageable aujourd'hui, ni dans les, je pense, prochaines années à venir. Dans le métier du service, je pense qu'il y a des suppressions plus évidentes que d'autres. Donc on a parlé de développeurs, de programmation informatique, donc ça c'est assez clair, puisque c'est le premier use case de la Gen IA aujourd'hui. Le deuxième use case, c'est le service client. Dans le service client, si on zoome un peu sur le service client, un tiers du service client, c'est de la BPO, donc c'est externalisé. Souvent dans des pays où le travail coûte moins cher. Et ce qui n'est pas externalisé est c'est extrêmement compliqué en fait, de recruter des gens qui bossent dans le service client. C'est des métiers dont les gens veulent plus en Europe occidentale et aux États-Unis. C'est très dur de trouver des talents là-dedans. En fait, est-ce que c'est totalement négatif ? Je ne suis pas sûre. Je pense que s'il y a un remplacement partiel pour des queries de clients qui sont absolument basiques et en fait pas très intéressantes pour la personne au bout du téléphone, pourquoi pas ? Et après, il y a d'autres questions sur qu'est-ce que ça va remplacer. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre ça secteur par secteur et pas paniquer sur tous les métiers possibles et imaginables. Moi, je m'inquiète en nombre effectif, en nombre d'emplois, je m'inquiète un peu, parce que je pense que là, ça risque de se rétrécir un peu. Par contre, c'est les tâches. C'est vrai qu'il y a plein de tâches qui sont d'automatisation, tout ça, ça va être réglé. C'est vrai que parfois, il y a des jeunes qui arrivent dans les entreprises, on leur fait faire du rabâchage, alors tout ça, c'est un peu comme ça qu'ils se forment. Mais aujourd'hui, avec l'IA, justement, il faut qu'ils arrivent déjà avec un bagage supplémentaire. Donc, ça m'inquiète parce que je pense qu'il y aura effectivement moins de jeunes à être recrutés. Tous les boulots de synthèse, en fait. Et toutes les personnes qui analysent des documents, des choses comme ça, ça va être compliqué. Ah oui, les cabinets d'avocats et tout ça. Ouais. Maintenant, ça va obliger les entreprises aussi parce que les jeunes, c'est quand même eux qui arrivent derrière pour enrichir l'entreprise, former. Enfin, on ne va pas vivre avec des gens, des entreprises qui vont vieillir et qui vont voir leurs managers mourir les uns après les autres sans avoir pu être remplacés. Donc, il y aura besoin de ces jeunes. Ce qui
ce qui est bien, c'est que justement, ces jeunes vont arriver avec autre chose et les entreprises vont devoir se revoir aussi leur façon de recruter et peut-être aussi, parce qu'il faut voir aussi dans les entreprises, parfois on embauche des jeunes parce qu'on se dit, bon, allez, il nous faut 4-5 jeunes pour faire ces tâches-là, on sait que c'est rébarbatif, que c'est ennuyeux, on ne va pas réussir à les fidéliser. Bien là, les entreprises vont aussi se poser la question pour fidéliser un peu sur des tâches plus intéressantes. Par contre, c'est vrai que oui, ça va se resserrer un peu, il y aura un peu moins de place. Donc voilà, après il y aura peut-être des nouvelles entreprises, des nouveaux jobs qui vont se créer de l'autre côté. Mais non, c'est clair que tout ce qui est automatisation, là ça va. Enfin, ces tâches-là vont disparaître. Je pense qu'il ne faut pas sombrer dans le pessimisme, parce que finalement, encore une fois, je fais vieux routard de la tech, mais on avait connu ça il y a 20 ans avec l'arrivée d'Internet, et c'est vrai qu'il y a des métiers qui ont disparu. Bien sûr, oui. Avec Internet, forcément, il y en a plein. Et puis, il s'en a créé d'autres. Donc, restons positifs aussi. Je pense qu'il y aura en fait, des métiers qui vont évoluer, qui vont se muter, qui seront sans doute à plus forte valeur ajoutée. Mais bien sûr. Tu parlais du monde du journalisme. Oui, effectivement, nous, on a des gens, ils réécrivent un peu la dépêche AFP, ils mettent de l'image derrière et tout ça. Mais ça, toutes les autres médias le font. Donc, alors, c'est parce qu'on aime plus Le Figaro, on aime plus BFM. Mais bien sûr. On est chez eux. Mais le jour où, justement, les journalistes vont dire, bon, je vais pas reprendre la dépêche AFP, c'est l'IA qui va la reprendre, qui va refaire son truc, qui va mettre les images, qui va mettre un titre. Alors, peut-être que ce sera aux journalistes de travailler sur le titre, l'attaque un petit peu pour rendre ça plus sexy. Mais surtout, le journaliste, il va pouvoir aller chercher, dire, tiens, à partir de cette actu-là, je vais essayer de trouver autre chose, et il va dérouler un fil qui va attirer un peu plus les gens vers ce contenu, vers ce média et tout ça. Donc c'est là où ça va être enrichi. Ouais. Et puis imaginez un Simotel GPT. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Moi, je me pose des questions à moi-même pour voir. Pour t'auto-tester. Pour m'auto-tester, oui. C'est ça. Bon, écoutez, on verra bien. Mais je pense que le monde qu'on avait où les jeunes produisent, justement, font la synthèse, toutes ces petites tâches, passent des heures à faire de la recherche, produisent ensuite des documents, de l'Excel, du PowerPoint en masse, et que la personne senior, en fait, donne un regard là-dessus et dit, bon, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce monde-là, il est terminé pour le coup. Ce niveau 1, il peut être fait soit par l'IA, soit par la personne expérimentée avec l'IA. Et voilà. Mais je pense quand même que celui qui veut être directeur dans une boîte dans quelques années, il a tout intérêt à se former en tout cas à l'IA à fond. Bien sûr. Et tu vois, et à recruter des talents. 2030, il aura le temps de s'imprégner un petit peu de la culture de l'entreprise, comprendre comment ça fonctionne. Absolument. Et juste pour rajouter là-dessus, je pense que les managers aujourd'hui délèguent des tâches à des humains. Mais les logiciels que moi je vois, les nouveaux logiciels comme PeopleOps de Revolut ou autres, qui permettent de déléguer, de faire des workflows et de les déléguer, de plus en plus, les managers vont se poser la question de est-ce que je délègue ça à un humain ou est-ce que je délègue ça à une IA ? Tu as des agents IA et des agents humains. C'est ça. Et en fait, tu as des espèces de decision trees, je ne sais pas comment on appelle ça, avec, non, là, en fait, cette IA-là, qui a souvent un prénom, Elliot va faire ça, et là, ça va être Amanda est un humain. Et non, mais c'est vrai, et on le voit de plus en plus. Je crois. Il me semble. Jamais rencontré, mais... Si ta elle boîte, a éternué. Je pense que c'est... Si ta boîte n'est qu'un workflow à la fin, il y a quand même, ça peut être compliqué, en tout cas, pour se projeter plus tard. Mais les tâches sont toujours les mêmes. Je veux dire, c'est de la traduction, c'est du résumé, c'est pas des trucs très très avancés aujourd'hui. Mais aujourd'hui d'ailleurs, tu vois, il y a des RH qu'on renvoie complètement entre eux. Ils font les tâches qui peuvent être automatisées et les tâches qui ne peuvent pas l'être. Et à partir de là, ils redéfinissent le poste. Bon, écoutez. Rendez-vous dans quelques années pour voir si cette étude est réelle ou pas. Il est bientôt 20h. On va revenir dans un instant sur BFM Business Tech & Co, la quotidienne, avec toujours Zoé Moll qui est là, Nicolas Guyon, Frédéric Simotel, en chair et en os. Ce n'est pas encore un algorithme, Fred Simotel. Parfois, vu comme il est coiffé, on se dit que c'est pas possible, ça peut pas être un algorithme. Bon. Et on revient dans un instant. On va évoquer un autre sujet très intéressant. C'est la révolution de l'IA dans la musique. Parce que là encore, on a une petite histoire à vous raconter qui est assez impressionnante. Il y a un gars qui a décidé de créer plein de chansons comme ça grâce à l'IA et ça marche. C'est ça qui est terrible. On vous raconte ça dans un instant. C'est Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci, un grand merci d'être là chaque soir, 19h30, 21h. Ce nouvel horaire pour la rentrée du lundi au jeudi, 90 minutes de tech. C'est tous les soirs à la radio, à la télé, et les replays et les podcasts aussi qui vous attendent. Ce soir sur le plateau, Zoé Moll, qui est investisseur chez Balderton Capital. À ses côtés, Nicolas Guyon, animateur du podcast Comptoiria, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Allez, un petit peu de musique sur BFM Business. C'est tellement rare que quand il y en a, on l'écoute. Bienvenue sur BFM Musique, généré par l'IA, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que ce que vous entendez là, eh bien, ça a été créé par l'intelligence artificielle. Et c'est Olivier McCann qui est l'auteur de tout cela. En fait, Olivier McCann, il s'est fait connaître grâce à son utilisation intensive de l'IA. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il vient de signer sur un label. Voilà. Alors qu'au départ, il est designer, je crois. Il n'est pas du tout dans la musique, mais il sait se servir de ces outils. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, tu n'es pas obligé d'avoir du talent. Le talent de la, comment dirais-je, du thème principal que tu dois fournir pour pouvoir arriver à créer quelque chose. C'est ça qui est fou. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, Nicolas. Enfin, la musique et l'IA, ça fait un moment que ça tourne. Hein. Suno, Deezer qui met en place des algorithmes pour détecter justement les musiques faites par l'IA. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau rebondissement ? Moi, je trouve ça génial, je m'en sers beaucoup. Ce nouveau rebondissement, pour moi, ça correspond... On avait commenté ici le groupe aussi, le Velvet Underground, qui avait 1 million d'écoutes sur Spotify et qui était un groupe créé uniquement à partir de l'IA. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que ces modèles d'IA générative s'appliquent à tout, s'appliquent à la musique, et qu'en fait, aujourd'hui, on savait qu'il y aurait des blockbusters, donc des personnes qui seraient signées par des majors avec l'IA, en générant de la musique. Ce que je constate, c'est que j'ai fait un podcast avec Agoria, donc un artiste, un DJ très connu, et il m'a dit là-dessus que justement, quand il utilise Suno aujourd'hui, bah, il ne l'utilise pas forcément comme moi, je l'utilise juste en tant que pour générer un morceau. Il l'utilise aussi avec, il parle de stem extraction. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, lui, en fait, il va prendre les pistes de ce morceau et il va en retirer certaines, il va les remplacer. Donc on est sur quelque chose qui a un usage avancé. C'est une création quand même. C'est une vraie création. Et ça me fait penser en fait à ceux qui se servaient très bien de Midjourney il y a 2 ans, qui étaient meilleurs que le reste du monde, qui pourtant promptaient uniquement, et qui sont devenus en fait des artistes à part entière, qui ont créé leur style picturaux, qui ont collaboré avec des marques, alors que on était tous dans la même situation face à cette chatbox. Je vois en fait que ça se passe aussi dans la musique et que Suno, si on sait bien s'en servir avec ses fonctionnalités avancées, on peut faire des trucs de dingue. Personnellement, j'utilise Eleven Studio de Eleven Labs. Ça veut dire que je crée une vidéo, je l'upload dans Eleven Studio et en fait, ça crée une musique qui correspond à ma vidéo. Waouh! Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et c'est toi qui chantes sur la vidéo ou pas? C'est très récent. Il y a 1 mois, non? Il y a 1 mois, ouais. Waouh! Et alors attends, cette musique, elle s'inspire de quoi? Du thème de la vidéo, du rythme, de la manière dont tu parles? C'est quoi en fait, quelles sont les accroches en fait que Eleven Labs utilise un modèle de vision pour détecter ce qui se passe dans notre vidéo. Elle l'a décrit avec un prompt qui va faire 15 lignes. Donc tu as une compréhension très fine des différents plans. Et à partir de là, tu vois, elle génère une musique qui va correspondre avec des moments un peu plus doux, un petit peu plus punchy, un style musical. Et en tout cas, moi, je l'ai utilisé sur 4-5 vidéos que j'ai réalisées et ça fonctionne très bien. Donc, il y a des outils qui sont remarquables par rapport à ça. Et Suno, en effet, on sait que Timbaland s'en sert, que plein de producteurs de musique s'en servent, Agoria s'en sert. Donc, moi, je trouve ça génial. C'est une démocratisation et on a des personnes aujourd'hui qui ont accès à la création musicale et qui, en se donnant un petit peu de mal, peuvent faire concurrence à des artistes installés pour créer des titres qui cartonnent. Donc je trouve ça super. Ouais, après, la question, c'est est-ce qu'il est légitime que quelqu'un qui n'a pas de talent, de musicien, de chanteur, d'auteur, compositeur, arrive à faire un tube? Mais c'est la question. Ça, c'est déjà le cas. Les écrivains, avec l'électro, c'est déjà le cas. Il y a plein de... Les Chainsmokers, quand ils sont arrivés, tout le monde pensait que c'était une grosse blague.
Et c'était que de electronic music, c'était que ça. Ils ne savent pas vraiment chanter. Il y en a un qui essaye, mais c'est pas exactement ça. Et pourtant, ils ont du talent. Ils ont du talent de composition. Ouais, Billy Vanilli, c'est vrai. Et d'innovation. Donc là, qu'est-ce qui va... Moi, je suis... Il y a plein de chansons que j'écoute où je me dis ça je changerais un peu, ça je ferais un peu comme ça. Là, ils vont pouvoir avoir une dextérité. Beaucoup plus de gens vont pouvoir créer de la musique. Et dans le passé, je pense que ça a été plutôt positif. Mais finalement, à terme, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que chacun d'entre nous crée sa propre musique ? C'est ce qui se passe, François. C'est l'intelligence de masse. C'est comme il y a... t'as 1% de la population, moins d'1% de la population qui sait développer. Aujourd'hui, tout le monde peut développer une application. Aujourd'hui, on passe 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT, des millions d'utilisateurs de Suno. Tout simplement, on multiplie par 10, par 100, en fait, la possibilité de créer une musique sympa. C'est une démocratisation exceptionnelle. Et quand on va arriver à avoir 1 milliard de personnes qui utilisent ces technologies de manière quotidienne, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit embarqué dans un chat GPT dans quelques années. C'est ça. Et crée-moi une playlist sur ou dans mon humeur du moment. Ou dans Meta. 1 milliard de personnes, là-dessus, tu peux... En vrai, je pense que ça peut nous sortir des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 20%, c'est à peu près 18-20% sur Deezer des nouvelles musiques uploadées. C'est de l'IA. Est-ce que c'est que de l'IA ? Deezer les identifie et essaie de les sortir. Mais est-ce que c'est que de l'IA ou c'est des artistes qui aussi se servent de l'IA ? Pour moi, c'est très différent. En fait, Deezer fait la chasse aux titres qui sont 100% créés par l'IA. 100%, ok. C'est ça. Après, parce qu'après, il y a l'histoire de revenus. Non, mais tu prends par exemple, c'est un sujet complexe parce que tu prends la dernière chanson des Beatles, par exemple, l'année dernière, qui est une chanson sublime où on réentend la voix de John Lennon. Elle a été faite par l'IA, mais elle a été faite par les Beatles. En fait, ils se sont servis de l'outil de l'IA pour isoler la voix de John Lennon qui était complètement noyée par un piano à l'époque d'un enregistrement sur une petite cassette. Donc l'IA a réussi à nettoyer cet enregistrement pour que la voix de John Lennon soit utilisable dans un single. Voilà. Mais c'est une chanson des Beatles au départ. Mais après... mais il va y avoir plein de nouvelles royalties pour tous les artistes. Quand un artiste meurt, ses ventes de disques augmentent tout d'un coup. Là, je pense qu'on va commencer à créer des chansons avec la voix de Tupac qui est partie trop rapidement. Tu vas sur YouTube, Michael Jackson chante des milliers de chansons qu'il n'a jamais chantées. C'est incroyable. Il y a même des chaînes qui sont spécialisées là-dedans. C'est dingue. Vous entendez Michael Jackson chanter Madonna, Prince, des trucs comme ça. C'est fou. Mais je pense que ce qui fera la différence, c'est, encore une fois, quand tu as lancé cette actualité-là avec ce designer, c'est quand même quelqu'un qui est dans la création. Donc, tant qu'il y aura de la création, après, si on est bon en création, on est bon. Voilà, les gens aimeront. Tu auras ta communauté. Et je pense que là, on va avoir ceux qui veulent vraiment que faire du contenu pour dire tiens, je vais dérouler des trucs. Au bout d'un moment, on va s'en lasser. Velvet Underground, au bout de 3-4 morceaux, on se lasse un peu. Par contre, quand quelqu'un cherche un peu, toujours avec ses outils, mais un peu de créativité. Mais alors, on va un peu plus... Même s'il n'a aucun talent musical, même s'il n'a aucune formation musicale, mais après, si lui, à l'oreille, ça sonne bien, eh bien, on va avoir... Tu as des musiciens qui avaient un côté oreille absolue et qui, au départ, ont sorti des musiques sans être totalement formés au rudiment pas de la géométrie, mais... du solfège. Du solfège, voilà. Et non, mais tu vois, c'est ça. Et donc, je pense que moi, à partir du moment où on crée, que ça plaît, ben voilà, Après, le modèle économique, depuis d'abord Pirate Bay et LimeWire, et ensuite Spotify et maintenant Deezer, le modèle économique pour les artistes, c'est le live aujourd'hui. Donc, rien ne va... Enfin, je veux dire, ils gagnent la plupart de leur argent, pas sur les downloads ou les écoutes sur ces plateformes. Ils le gagnent en allant à l'Accor Arena ou autre pour performer devant des milliers de personnes. Et c'est pour ça qu'ils font de plus en plus... Et ça c'est pas remplaçable, je pense, par l'IA. Donc... il y aura toujours des artistes. Tu as celui qui va vouloir faire que du contenu. Alors, il sera très écouté, il sera content, il aura fait que du contenu. Puis, tu as celui qui va vouloir être reconnu pour son travail. Donc là, il y aura un effet un peu différent. Et puis, après, le risque aussi, c'est qu'il puisse y avoir une certaine uniformisation. Parce que si tout le monde crée de la musique avec Suno, même si Suno s'enrichit et tout ça, il y a un moment... Mais est-ce qu'un compositeur qui n'utilise que de l'IA
comme les Chainsmokers, qui ne chantent pas, qui font rien, qui bidulent. On ne sait même pas ce qu'ils font derrière leur platine. Parfois, pas grand-chose pendant les concerts. Est-ce qu'il y aura des compositeurs IA qui vont donner des concerts Et surtout s'il y a un public, s'il y a une audience. Hein. C'est clair. Mais c'est possible. Évidemment que tout à fait possible. Évidemment que c'est possible. Après, toujours le même problème, mais je pense qu'on l'évoquera, on l'a déjà évoqué, on l'évoquera une prochaine fois, c'est le problème des droits d'auteur, finalement. Parce qu'il y a des chansons dont on sait que l'IA s'inspire pour recréer quelque chose qui ressemble. Et là, jusqu'où on va, finalement ? Jusqu'où va la propriété intellectuelle d'une œuvre originale dans une chanson générée par l'IA ? Mais sujet... Ouais. François, très compliqué. L'ennemi des temps. Tu connais bien la musique, tu sais bien combien de titres s'inspirent. Oui, regarde, on a pris un bout d'Elton John, un bout d'Elvis Presley. Non, mais c'est clair. Oui, mais ça se fait au grand jour. Même si ça ne s'entend pas, c'est les 3 notes et tout ça. Mais c'est ce qu'on appelle des samples, souvent. Et enfin, on se souvient de la chanson, c'était quoi ? C'était Wanna Be Starting Something de Michael Jackson, qui avait été, en fait, il y a un passage qui avait été pompé par Michael Jackson et qui, après, dont la paternité avait été reconnue en justice. Mais après, il y a aussi évidemment les samples, qui sont aujourd'hui, enfin, la plupart des chansons. Mais malgré tout, les samples, les droits d'auteur, enfin, les auteurs touchent des droits d'auteur sur les samples. Donc il faut que dans l'IA, on ait aussi ce type de choses. Mais c'est très complexe. On referme la parenthèse parce que j'aimerais qu'on évoque un autre sujet. Alors là, beaucoup plus, on va dire, dans le dur de l'IA, c'est DeepSeek. DeepSeek qui, évidemment, nous étonne tous, mais qui est dans une situation de difficulté en ce moment. Rappelons-le, DeepSeek, pour faire court, c'est un peu le ChatGPT chinois. Hein. Voilà. En mode open source. En mode open source, en effet, et qui prouve à quelle vitesse, en fait, la Chine arrive à faire des choses incroyables dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de l'IA générative. Sauf que DeepSeek a pris du retard ces derniers mois parce que DeepSeek ne peut plus se servir des puces NVIDIA. Donc, il est obligé de se tourner vers des fabricant de puces chinoises, et c'est Huawei qui est, on va dire, l'acteur incontournable. Sauf que les puces Huawei ne sont pas au niveau de celles de NVIDIA. Résultat, DeepSeek n'est pas satisfait, en fait, de la... Pour la partie entraînement. De la partie entraînement, bien. C'est en amont. Vraiment. Bien évidemment. Et donc, pendant ce temps-là, ChatGPT, Google, etc., prennent de l'avance. C'est un peu ça le problème, Nico. J'imagine que tu as suivi évidemment ce sujet. Bien sûr, c'est un problème sans fin depuis les restrictions sur les exportations par Trump, et en particulier donc, c'est sur les exportations de puces NVIDIA à destination de la Chine. C'est tout un feuilleton, parce qu'on sait que il y a eu des tentatives de contournement, il y avait des puces NVIDIA, donc des GPU qui passaient par Singapour et qui étaient rachetés ensuite en Chine. Marché noir. Un marché noir de plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars. DeepSeek, il a quand même été entraîné sur plusieurs milliers de GPU dans sa première version. Ça, il faut le savoir. Et en fait, aujourd'hui, par contre, je pense qu'on voit que ça a porté ses fruits, ces restrictions sur les exportations, parce que DeepSeek a du mal à sortir un petit peu ses nouveaux modèles. On attend tous le R2, le nouveau modèle de raisonnement de DeepSeek, avec beaucoup d'impatience. Il y a le V3, donc un modèle classique, type modèle de langage qui est sorti, qui est très bon. Super bon, qui est on-device en plus. Il y a une version qui peut être on-device. Mais le R2, en tout cas, il n'est pas sorti. Il paraît que Liang Wenfeng, le fondateur de DeepSeek, il est un petit peu énervé sur les délais, en fait, de la sortie de ce modèle. Et donc derrière, les Chinois sont obligés de se tourner vers Huawei. Ce qu'on a vu, et là je pense qu'on est quand même sur un feuilleton incroyable, des affaires d'espionnage, des affaires géopolitiques à un niveau dingue, c'est qu'en fait, depuis, les restrictions ont été partiellement levées, mais les Chinois interdisent la plupart du temps d'acheter des puces NVIDIA, parce qu'ils pensent que maintenant, il y a des backdoors dedans, potentiellement des kill switch, ou la possibilité de contrôler donc, les GPU NVIDIA à distance par les Américains. Et donc, en effet, ils vont à fond sur Huawei, mais on sait que Huawei n'est pas NVIDIA. C'est amusant parce qu'on reprochait à Huawei, justement,
enfin, les Américains reprochent à Huawei ce qu'on reproche aujourd'hui, ce qu'on reproche les Chinois aux Américains. Et les Chinois ayant besoin de amusant. Nvidia aussi dans leur partie entraînement, parce que justement, ils sont pas assez... on est dans ces éternels... Mais ces délais, c'est à cause du fait qu'ils doivent utiliser les puces Huawei. Ok, en fait, ils décident qu'ils vont utiliser des puces Nvidia H800, enfin des anciennes, mais en fait, on sait très bien qu'ils s'en procurent sur le marché noir des H100 ou des Blackwell. Donc, en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe, seulement on sait un truc, c'est que Huawei est moins bon que Nvidia, et deux, c'est super dur d'interopérer ces modèles sur deux typologies de puces. Ça, c'est très difficile. Donc, forcément, le retard, il vient de là. Le retard, tu sais, il est assez simple aussi. Il est sur tout l'écosystème logiciel. Nvidia, ils ont CUDA qui tourne à fond. Huawei, ça s'appelle CAN, là, CA2N, et qui est moins performant, qui n'a pas l'écosystème, de la taille de l'écosystème qu'a aujourd'hui un Nvidia qui a un vrai monopole. Et puis en Chine, on en a parlé la semaine dernière, il y a Cambricon, enfin il y a d'autres. Ils ne sont pas tout seuls, à la fois DeepSeek et puis Huawei, il y a d'autres fabricants de puces. Donc l'écosystème a du mal à se mettre en place. Et donc là aussi, c'est une puissance, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une des grosses puissances, au-delà d'aller graver de plus en plus fin, d'avoir une exploitation, enfin un processeur vraiment performant, il y a toute cette partie logicielle. Et là-dessus, c'est vrai qu'NVIDIA a une grosse avance et c'est compliqué pour des DeepSeek. Alors maintenant, ce que ça va aussi pousser les Chinois, on l'avait dit la semaine dernière, à être plus inventifs. Ils ont quand même des dizaines de milliers d'ingénieurs par an. Voilà, on va leur dire, voilà, nos contraintes, c'est ça, les gars. Maintenant, il faut rattraper ceux qui sont en face. Donc, et l'interventionnisme de l'État chinois y est pour beaucoup. C'est-à-dire que l'État chinois détient en partie ou un golden ticket dans la plupart des entreprises dont on parle. Et finance beaucoup et a un contrôle assez fort et va faire en sorte que les chercheurs les plus prometteurs ne quittent pas le sol chinois. Il y a une intervention, un interventionnisme qui est très 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 fort, positif, financier, mais aussi négatif, dépendant comment on l'interprète. Voilà pour ce sujet. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi cette annonce faite par OpenAI concernant la volonté du géant de l'IA de lancer au moins un centre de données à l'échelle du gigawatt en Inde. Ce plan fera partie de l'initiative Stargate de 500 milliards de dollars qui est soutenue par OpenAI, Oracle, SoftBank et d'autres partenaires et qui avait été annoncé, on se souvient, en grande pompe par Donald Trump. Puis sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète, oui, parce que c'est là où il faut rentrer dans le détail, parce qu'on se dit c'est paradoxal. Enfin, à la première lecture, on se dit que ces 500 milliards, c'est sur le sol US. Eh bien non, en fait, c'est des investissements massifs américains, mais qui peuvent être à d'autres endroits. Typiquement, c'est l'Inde. Et voilà, il faut savoir qu'un développeur de ChatGPT s'était même déjà enregistré en tant qu'entité juridique en Inde pour prévoir d'ouvrir ce nouveau bureau à Delhi cette année. L'Inde qui est, on va dire, le nouvel Eldorado, j'allais dire, de l'innovation, parce qu'on voit que Apple investit énormément d'argent en Inde pour fabriquer les prochains iPhones, pour essayer de sortir un peu du joug de l'industrie chinoise. Et on voit qu'OpenAI aussi se dit qu'aujourd'hui, il faut être en Inde. Et qui était l'invité d'Emmanuel Macron lors du rassemblement sur l'IA en Inde, à Paris, là, au Grand Palais, au mois de novembre? C'était Modi. Et voilà. Et Emmanuel Macron avait dit, il était là, il n'allait pas dire le contraire, mais il a dit, ça doit être notre premier partenaire aujourd'hui technologique. Sommet co-organisé avec l'Inde. En plus. Sommet pour l'action sur l'IA. Oui, malgré tout, on est hors jeu là. Enfin, en tout cas, dans ce projet-là, la France n'est pas citée. Ah pas du tout. Pas du tout. On est plus côté Mistral, Nvidia. Mais moi, ça m'étonne pas du tout parce que, en fait, par rapport à la grosse news de cet été qui était GPT-5, quand même, aux alentours du 10 août, GPT-5, où les experts ont été un peu déçus parce qu'ils n'ont pas eu l'AGI, l'intelligence artificielle générale qu'ils attendaient. Mais par contre, le grand public, ça veut dire 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, se retrouve avec un modèle hyper puissant, avec un modèle de raisonnement, GPT-5, donc, qui route les conversations. Pour moi, c'est
un move de OpenAI qui dit on est leader, on veut être une plateforme et en fait on veut être la boîte dans le monde, le méta de l'IA, impossible à incontournable, indétrônable, affirmer cette position. Et en fait, en allant sur l'Inde à fond comme ça, c'est potentiellement rajouter 1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires, ce qui serait donc colossal. Et puis eux, derrière, et maintenant, c'est possible parce qu'aussi les prix du token ont baissé énormément. GPT-4 à sa sortie, 1 million de tokens, c'était $50. Aujourd'hui, 1 million de tokens avec GPT-5 Nano, qui est supérieur en performance à GPT-4, c'est 14 centimes de dollars. Donc ça a été divisé par 350. Ça veut dire qu'en fait, l'effort, cette expansion internationale, elle n'aurait pas été possible. Elle aurait coûté trop d'argent il y a 2-3 ans à OpenAI. Aujourd'hui, c'est possible. Ça peut leur permettre d'être méga leader sur le marché. Et on voit que donc ils proposent même un abonnement plus aux Indiens à 399 roupies, ce qui veut dire 3,9 euros. Ouais, c'est ça. Parce que 20 euros, c'est un peu cher pour les Indiens. Et qui se situe entre la version gratuite et la version plus. Oui, ChatGPT Go, tu as raison, un peu entre les deux, François. Et qui pourrait arriver en France d'ailleurs. Enfin, en tout cas, ça pourrait être une déclinaison supplémentaire pour permettre aux gens d'en avoir un petit peu plus que le gratuit. C'est un super mot. Sachant que les Indiens ont aussi leur RGPD, ils ont besoin aussi d'infrastructures locales pour que leurs données ne sortent pas non plus du territoire. Donc ils ont besoin aussi d'un OpenAI, donc ils vont l'accueillir à bras ouverts. De la même manière qu'OpenAI a ouvert un data center en Europe. Donc, c'est... Ou à Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi. Oui, parce que la Chine aujourd'hui, no way, finalement... Bien sûr. En Asie, il ne reste pas grand-chose. Et c'est un choix stratégique qui doit être soutenu, je pense, par la Maison-Blanche, par le gouvernement américain. Parce qu'en fait, c'est d'une certaine manière une manière de se rapprocher de cette plaque tectonique de l'Inde et de faire en sorte qu'en tout cas, elle ne parte pas vers la Chine. Et ça, je pense que là-dessus, les US ont tout à gagner dans leur domination sur l'IA. Tiens, un mot, tu évoquais GPT-5, tu évoquais le fait que les gens, pas mal de personnes étaient déçues par le fait qu'on n'est pas encore dans l'IA générale. Pas mal de gens aussi, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais étaient déçus du ton qu'avait GPT-5 par rapport à GPT 4.0 finalement, qui était moins empathique, moins sympa. Il y a même des gens qui disaient « j'ai l'impression d'avoir perdu un ami ». Je ne sais pas si tu as suivi ça aussi, c'était impressionnant. Leur 4.0 leur manquait, François, ça c'est sûr, à tel point que OpenAI a été obligé de le remettre. Et Sam Altman a très vite réagi d'ailleurs. Il s'est rendu compte de la boulette. Bien sûr. Et moi, je trouve ça vertigineux. On en a parlé avec Fred il y a quelques jours de cela. C'est que, en fait, les gens se plaignaient non pas du contenu de GPT-5, enfin, il y en avait qui se plaignaient du contenu, mais du ton et de la forme, en fait. Et ça veut dire que tu ne fais plus qu'un changement, c'est plus uniquement un changement de version ou un update. Les gens, en fait, tu leur retires potentiellement un ami, une personnalité, un confident, voilà, un compagnon. Et en fait, ça, je ne sais pas si on a déjà connu ça économiquement. Quand Louis Vuitton fait un nouveau sac à main, on ne sait pas exactement la même question qui va se poser. Donc c'est vertigineux, ça. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Zoé. À très bientôt. À bientôt, oui. Zoé Moll, investisseur chez Balderton Capital. Nicolas Guyon, qu'on peut suivre avec son podcast Comptoir IA. Tu l'animes, on peut le retrouver sur toutes les plateformes, bien évidemment. Et Fred, tu restes avec moi ? Oui. Dans un instant, on va attaquer notre dernière partie de Tech & Co. avec sans doute l'un des débats qui a animé le web, la sphère en fait, des réseaux sociaux, de YouTube. C'est en fait la vidéo de Thibaut Giraud, qui est créateur de la chaîne YouTube Mr. Phi. Pardon ? Monsieur Phi, pardon. Mais moi je le dis à l'anglaise, c'est pour ça. Monsieur Phi, qui a ciblé Luc Julia. Luc Julia qu'on connaît bien ici, qui vient de temps en temps dans l'émission pour commenter l'actualité tech et d'une manière générale l'actualité de l'intelligence artificielle. Eh bien tous les deux vont pouvoir échanger sur ce sujet. Ça va être très intéressant. Luc sera avec nous sur le plateau et Thibaut, donc Monsieur Phi, sera avec nous en visio. Petite pause et on attaque notre dernière demi-heure de Tech & Co avec Fred et nos invités dans un instant. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.